let's now talk to political journalist and author Geroid O'Coleman, who joins us from Paris this evening. Thanks very much for joining us again on RT International. You're in the French capital. What's the mood and atmosphere in the city right now? We're being told that there's a state of war and a state of emergency. We've had this before. We had this in January, and for several weeks we had non-stop sirens and non-stop chatter on the radio about the threat from radical Islam and terrorist groups and so on. And so we're having a kind of a replay of that, but it has been, I think, accentuated, and we're going to have an intensification of the media campaign, which is essentially a propaganda campaign to make people in France fear Muslims. We need to be clear about the origin of the war on terror. The war on terror is, I quote, orchestrated from abroad. These are the words François Hollande used to describe this terrorist attack. Well, the attacks that have been continuing to destroy Syria, to massacre its population, have also been orchestrated from abroad. They were orchestrated by NATO, and they've been carrying these attacks out against the civilian population of Syria for 4 years now. And this is a terrorist campaign that is also orchestrated from abroad. And people in Europe need to understand that there is a war that is becoming global, that is being waged against civilian populations in particular. It is a form of neo-imperialism and neo-colonialism which aims to divide and conquer European and Middle Eastern and African and the world's population, for that matter, and to make them submit to a global order that does not serve the interests of most of the people on this planet, but that does serve the interests of a very few ruling elite, a very small, tiny, and particularly tyrannical ruling elite. There is no war on terror. There is a war that is being waged using proxy groups, terrorist proxy groups, and they are being used against nation states who are resisting US and Israeli hegemony, and they are also being used as a means of disciplining the workforces in Europe. In a period of mass unemployment and austerity, you now have terrorist attacks being committed by terrorists funded, armed and trained by Western intelligence agencies. There is no such thing as ISIS. ISIS is a creation of the United States. We know that from official sources of the US military themselves. Declassified documents from the Defense Intelligence Agency have confirmed that. And the French government is now attempting to drum up support for more military intervention in Syria. And what they want to do is they want to get in on the game. The game is almost lost. The Russians have routed much of the Islamic State. You now have Islamic State militants coming into Europe disguised as refugees. That will destabilize Central Europe, and the French government wants to get in on the game in Syria and prop up those so-called moderate rebels. There are no moderate rebels, of course, in Syria. There are Al-Qaeda and ISIS militants, terrorists who have been beheading people, eviscerating people, absolutely creating chaos and genocide right across the region, and this does not serve the Syrian people or anyone other than the Western corporate elites and their geopolitical interests. What do you expect France to do now in the light not only of Friday's terrorism, but 10 months on from Charlie Hebdo? It's not going to ease up on what it's doing, is it? No. Much depends on how the French public will react. We are being bombarded now with a media propaganda campaign. There's this non-stop talk where we're told not to go out in the street. We're supposed to be fearful and keep quiet and so on. I think there is going to be a campaign against dissidents in France. They're very worried about the new media that has emerged in recent years, and they are very worried
worried about the alternative media. So I think there you will see, we saw this actually after the attacks in January, you will see a conflation of terrorism and dissidence. So one of the tools which the mass media uses to discredit any kind of rational questioning of the established order, and particularly the war on terrorism, is to deride those who would question the war on terrorism as conspiracy theorists. And I think you're going to see a crackdown on so-called conspiracy theorists and websites that actually publish rational and honest analysis of what is happening. So you're going to see more of that type of intellectual terrorism, which is already at boiling point in France. I mean, it's got to the point now where you have professors in universities who are being intimidated. You have school teachers who are basically being fired for even suggesting that there may be a link between French imperialism and terrorism. There was one case recently, for example, of a school teacher who almost lost his job when he suggested there might be a link between French foreign policy and terrorism. So we are going through a period of deep intellectual terrorism. And of course, these random terrorist acts, which are a form of low-intensity civil war. I think that the current crisis, the refugee crisis, which is really a form of coercive engineered migration, because it could have easily have been prevented, this form of coercive engineered migration is going to make this a lot worse, and it is going to create the conditions of civil war. It is a natural consequence, of course, of globalization, of financial capitalism. This is essentially what it leads to. I mean, it leads to a breakdown of society. And the only way in which they can kind of keep everybody down is by a policy of divide and conquer. So you're going to see a situation where you've got very much a Wahhabized working class in France. They're being Wahhabized by the allies of the French political elite, the Saudis and the Qataris. They're building Wahhabite mosques all over the place. And that is going to Wahhabize the youth, and they're going to be then used as pawns, if you like, in much bigger geopolitical wars, proxy wars against Russia, proxy wars against Iran in the Middle East, and so on. And that is going to create massive social unrest. It's going to divide working people against each other. And the only people who are going to actually benefit from this are the war contractors, the military-industrial media intelligence complex. So in whatever way you look at this, I don't know who exactly committed this attack and this atrocity, but the real people who are responsible, whether directly or indirectly or consciously or unconsciously, is the French government, because they have been complicit in terrorism in the Middle East and all over Africa. And that needs to be understood. And if we don't understand that, this is going to continue and it's going to deteriorate. We will find ourselves in a situation under military law, martial law, if this continues. So it really needs to be analysed and understood. Can I pick you up on the issue of migrants and refugees? Because one of the terrorists appears to have been a French citizen, another a recent migrant to the country. What do you think this will do to France's policies towards the migrant crisis? Well, I think there is sufficient evidence to suggest strongly, in fact, that the current crisis, I mean, the migration crisis is something that is ongoing, and there are different waves. You've got different waves coming up from Libya, you've got the ones coming up from Syria and up through the Balkans. But the current kind of refugee crisis, as it were, is what I would refer to as coercive engineered migration. This is a term used by Kelly Greenhill, a US academic, who wrote an interesting book on this, whereby she shows that migration can be used as a tool by one state to destabilize another state. In this case, it's definitely being used by the United States and Turkey to destabilize the Balkans, Mitteleuropa, which would be Hungary, and of course Germany. And the geostrategic reasons of this are basically go back to classical geopolitics, which is Halford Mackinder's theory of dividing the world island. That is to say, you divide the Eurasian Peninsula from the Baltic Sea to the Black Sea. You create an intermarium there so that you prevent German and Russian unity. And that is why Germany essentially is being kind of overrun with people who are themselves victims of globalization, but they are now being instrumentalized and used as weapons of globalization. And this is one of the key contemporary strategies of US imperialism. You use the consequences of globalization as further tools to further globalization. And I think there is no policy in Europe to
to control immigration or anything like that. I think that the key question here is not actually controlling immigration. The key question is stopping this geopolitical destabilization of Europe. And some countries are attempting to do that. Hungary is attempting to do that. Bulgaria is attempting to a certain extent to do that. In other words, trying to find out who's an actual refugee and who isn't. They're prioritizing women and children, for example, in Hungary. That's a rational approach. But of course, Viktor Orban of Hungary is being demonized by the European Union for his insistence on implementing the laws of the European Union and of the Hungarian nation state. Here, you're in a situation where the French government is totally subordinate to US dictates. This is a country that has been completely taken over by US imperialism, just as Germany. And France doesn't really have a foreign policy. It does whatever Washington tells it to do. OK, it's always good to get your thoughts on this. Gearóid Ó Colmain, thanks very much for joining us from Paris this Saturday evening. Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français. Merci infiniment d'avoir voulu accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, comment commentez-vous tout d'abord ces attentats terroristes de Paris? Alors, plusieurs remarques. D'abord, ces attentats n'ont aucun rapport avec la religion, puisque les gens qui ont commis ces attentats ont tué des passants au hasard sans s'enquérir de leur religion au départ. Donc, ça n'a rien à voir avec l'islam. Et ça, on le sait déjà, puisque la guerre n'a pas de rapport avec la religion. Bon, ensuite, la deuxième remarque, par rapport au mobile que Daesh a invoqué pour justifier son action, c'est évidemment complètement faux. Parce que si Daesh doit se venger de quelqu'un, c'est pas du tout de la France, c'est de la Russie, et l'attentat aurait dû avoir lieu à Paris, pas à Moscou et pas à Paris. Bon. Alors, ceci étant posé, la France est aujourd'hui clairement l'objet d'un chantage qui provient de ses alliés. Et je dis un chantage parce que le gouvernement français, depuis 5 ans, mène une politique absolument insensée, sans en avertir ni sa population, ni les principaux dirigeants politiques. C'est quelque chose qui se fait de manière clandestine, à l'Élysée, et dont pratiquement personne n'est informé. Et depuis 5 ans, la France est devenue un État terroriste qui agit comme un mercenaire pour le compte de quelques autres États, principalement la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis, et pour une série de compagnies multinationales qui comprend aussi bien ExxonMobil que KKR ou Académie. Donc la France n'étant pas capable d'expliquer publiquement sa propre politique, et pour cause, parce que c'est assez ignoble ce qu'elle a fait, la France se trouve aujourd'hui poussée par ses anciens alliés à leur rendre de nouveaux services, même si elle ne le peut pas. Voilà. Et ça, c'est la seule vraie raison de ces attentats. Et un sénateur américain, M. Meyssan, a en fait appelé en quelque sorte la France à convoquer l'article 5 de l'OTAN, autrement dit une intervention militaire en territoire syrien. Oui, alors on peut toujours parler de ça. D'abord, pourquoi en territoire syrien? On n'en sait rien. Hein. Pourquoi pas en territoire irakien? Il n'y a aucune raison à expliquer ça. Deuxièmement, l'organisation qui a revendiqué le fait d'avoir fait l'attentat, pas de l'avoir commandité, évidemment, puisque Daesh ne commandite rien. Daesh est un instrument. Donc, le fait que cette attaque, ce n'est pas un attentat, c'est une attaque militaire, ait été revendiquée par Daesh, ça ne permet pas d'évoquer l'article 5 de l'OTAN, qui ne se comprend que dans les relations entre États. Daesh n'est pas un État, personne ne le reconnaît, sauf les gens qui le soutiennent, à savoir la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats Arabes Unis. Mais en fait, toujours, en fait, si vous me permettez, je voudrais vous poser cette question autrement. Quelle politique pourrait avoir à adopter désormais la France? Est-ce que la France va-t-elle intensifier ses raids, par exemple, contre Daesh en Syrie, en Irak et même
en Libye. Est-ce que la France pourrait décider d'envoyer des forces spéciales, des troupes au sol en territoire syrien, parce que certains médias en ont déjà parlé? Moi, cette hypothèse me paraît complètement fantaisiste parce que la France ne va pas rentrer dans un territoire qui est aujourd'hui protégé par la Russie. Donc c'est même pas la peine d'explorer cette voie, ça me paraît impossible. Je tiens à dire clairement, au-delà des faits, il nous faut les causes, et je tiens à dire, j'accuse M. Fabius, Hollande, Valls, d'être responsable de ce qui est arrivé à Paris, pour la raison bien simple que Fabius a déclaré « Al-Nosra », c'est-à-dire Al-Qaïda en Syrie, fait du bon boulot, reconnaissant l'alliance de fait de la France avec les terroristes en Syrie, et avant on avait eu le cas en Libye et dans d'autres pays. J'accuse les relations avec les régimes de l'Arabie Saoudite et du Qatar qui ont répandu cet endoctrinement, cette intoxication de quelque chose qui se prétend islamiste mais qui n'a rien à voir avec l'islam, qui est une falsification de l'islam. Et je ne suis pas le seul à accuser, puisque M. Alain Chouet, qui était responsable de la DGSC, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, M. Alain Chouet a déclaré, je cite, « Au Moyen-Orient, au Sahel, en Somalie, au Nigeria, nous, la France, sommes alliés avec ceux qui sponsorisent depuis 30 ans le phénomène terroriste, alliés avec ceux qui sponsorisent le terrorisme. » Et il continue, « On s'épuise à s'attaquer aux exécutants, c'est-à-dire aux effets du wahhabisme, mais pas à ses causes, et on n'y arrivera pas à arrêter les attentats comme ça, dit-il, à moins de mettre un flic derrière chaque citoyen. » J'accuse l'alliance avec l'Arabie Saoudite et le Qatar. J'accuse l'alliance avec la Turquie, qui a laissé passer des milliers, des dizaines de milliers d'euro-djihadistes sur son sol pour aller commettre en Syrie les mêmes atrocités qu'on voit maintenant à Paris. J'accuse la Turquie d'aider à écouler les stocks de pétrole de Daesh et à financer ce mouvement terroriste. Et je ne suis pas le seul. Madame Ibaskova, qui est ambassadrice de l'Union européenne en Irak, a déclaré à la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen, je cite, « Malheureusement, des États membres de l'Union européenne achètent ce pétrole, je ne peux pas donner plus de détails. » J'accuse cette alliance avec la Turquie de faire le jeu du terrorisme. Et d'une façon générale, j'accuse les États-Unis d'avoir utilisé le terrorisme partout où cela les servait, partout où ils n'osaient pas engager eux-mêmes leurs troupes au sol. Ça a commencé avec l'opération Ben Laden en Afghanistan, ça s'est continué en Yougoslavie, Bosnie-Kosovo, dans le Caucase, et puis l'Irak, et puis la Libye, et puis la Syrie, et il y a encore une série d'autres pays. Les États-Unis, à certains moments, combattent le terrorisme, et à d'autres l'utilisent quand ça les arrange. Et bien entendu, on va me dire, oui, mais comment expliquez-vous que s'ils ont financé le terrorisme, maintenant, ces terroristes viennent frapper au cœur même de la France sur le sol européen? Il ne faut pas voir ça comme un complot où la CIA organise tout de A à Z et contrôle tout infailliblement. Oui, ils l'ont organisé, mais ce n'est pas un complot. C'est une alliance avec des forces qui existent et qui ont leur propre agenda. Et de même que Ben Laden a travaillé pour les États-Unis et puis s'est retourné contre les États-Unis, maintenant on a Al-Qaïda en Syrie et Daesh et tous ces mouvements terroristes qui ont travaillé pour les États-Unis, mais ils ont leur agenda à eux et maintenant ils se retournent parce que l'alliance ne tient plus. J'accuse d'une façon générale les États-Unis d'avoir montré l'exemple de la violence, d'avoir mené des guerres tout le temps depuis 25 ou 30 ans et d'avoir montré à tous les peuples que les problèmes, on veut les résoudre par la violence. Je rappelle que la charte de l'ONU prévoit que tous les conflits doivent être négociés. On n'a pas le droit de faire la guerre. C'est strictement interdit par la charte de l'ONU depuis 1945. Et je rappelle qu'un général des États-Unis, Wesley Clark, avait révélé que pour l'administration des États-Unis, en 2001, ils avaient décidé de prendre, je cite, 7 pays, l'Afghanistan, l'Irak, l'Iran, la Somalie, le Soudan, la Libye et le Liban. Ils avaient déjà annoncé ça en 2001. Donc il y avait clairement un programme pour développer la guerre. J'accuse cette alliance avec Israël de
empoisonner, de semer un climat de haine dans le Moyen-Orient et de montrer qu'on maintient le colonialisme par la violence et en fait le refus de négocier. Ça, c'est sur le plan des causes extérieures de ce terrorisme. Mais il y a aussi des causes intérieures en France, en Belgique, dans les pays européens, qui font que des jeunes tombent dans le panneau de ce terrorisme. Et j'accuse le maintien de la discrimination raciste envers les immigrés, que ce soit à l'emploi, que ce soit dans la vie quotidienne. La discrimination, le délit de sale gueule, les contrôles, les humiliations policières, c'est ça évidemment qui provoque une rage et une colère qui, la plupart du temps, cherchent à s'exprimer d'une façon tout à fait positive, et chez l'un ou l'autre qui pète les plombs à cause de toute cette indignation et de ce mépris, on se fait intoxiquer, mais par des gens qui par ailleurs sont nos amis, puisque c'est l'Arabie Saoudite qui intoxique les jeunes des quartiers populaires pour les utiliser comme chair à canon. Donc j'accuse cette discrimination raciste et j'accuse également le fait que certains empêchent l'école de jouer le rôle qu'elle doit jouer. Je voudrais rappeler que lorsqu'on a eu les attentats odieux contre Charlie, on a eu tout de suite après la ministre française de l'Éducation, Najat Vallaud-Belkacem, qui a déclaré, je cite, « Il y a eu de trop nombreux questionnements de la part des élèves. Et nous avons tous entendu les « oui, je soutiens Charlie, mais les 2 poids 2 mesures, les « pourquoi défendre la liberté d'expression ici et pas là », fin des guillemets. » Et la ministre reprend, « Ces questions nous sont insupportables, surtout lorsqu'on les entend à l'école qui est chargée de transmettre des valeurs. » Mais ça, c'est pas l'école, ça, c'est la police. Une ministre de l'Éducation qui dit que les jeunes n'ont pas le droit de se poser des questions et d'en discuter avec leurs profs, mais c'est exactement comme ça qu'on pousse les jeunes dans les bras du terrorisme. J'étais samedi dernier dans une réunion des professeurs pour l'école démocratique ici à Bruxelles, des ateliers où les profs échangent sur la manière de mieux former leurs jeunes, et tous me disaient combien c'était extrêmement difficile maintenant, combien on manque des éléments et souvent on est découragé de lancer de véritables débats et de développer de véritables connaissances sur tous ces problèmes parmi les jeunes. J'accuse l'amalgame qui est fait aujourd'hui entre les migrants, les réfugiés, les terroristes, les islamistes, etc. Ce n'est pas un problème de migrants. Ces gens-là ne quittent pas leur pays parce qu'ils veulent venir dans notre beau climat ou parce qu'ils ont des noires pensées. Ces gens-là quittent leur pays pour fuir la misère et la guerre que nous, gouvernements occidentaux, avons amenés dans leur pays. C'est nous qui avons détruit leur pays. Les migrants qui sont dangereux, ce n'est pas ceux qui essayent de traverser la Méditerranée pour sauver leur famille de la misère ou de la mort. Les migrants qui sont dangereux, ce sont des gens comme Sarko, comme BHL, qui se donnent le droit d'aller en Libye et de dire vous devez faire ça, vous devez renverser ce gouvernement, vous devez donner le pétrole à la France, bien entendu. Ça, c'est les migrants qui sont dangereux, ou bien Hollande, Valls, Fabius, qui vont en Syrie comme si c'était chez eux et qui décident tout ce que doit faire la Syrie. Ça, ce sont les migrants qui sont dangereux à mon avis. Et j'accuse enfin le fait que des gens essayent d'utiliser ces événements tragiques pour répandre la haine des musulmans, pour répandre l'islamophobie. Ça, c'est une chose sur laquelle j'avais déjà mis en garde et qu'on a encore vu récemment. On n'a à la télévision pratiquement pas eu de débat où on pouvait vraiment discuter sur le fond des choses. Et au lieu de ça, on a eu parfois des appels à la haine, mais absolument ahurissants. Sur la télévision belge dimanche dernier, on a eu un certain Moniquet, il l'a dit lui-même d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a travaillé pour les services secrets français et israéliens, c'est quelqu'un d'extrême droite, et il nous a dit... Vérifions du monde arabe. Il n'y a pas de démocratie dans le monde arabe, il n'y a pas une université valable dans le monde arabe, il y a peu de création artistique dans le monde arabe, il n'y a pas de création scientifique dans le monde arabe. Alors je sais, on va me dire au 7e siècle, oui, on est au 21e siècle. Ça, c'est complètement faussé le problème. Ce n'est pas un problème d'arabe ou musulman ou chrétien. Bush se réclamait du christianisme, il a fait les horreurs qu'on a vues en Irak et ailleurs. On ne va pas jeter tous les chrétiens en enfer, si j'ose dire, parce que Bush a fait ça. C'est la même chose. Ce qui se passe là n'a rien à voir avec la religion en islam. Et je voudrais faire remarquer 2 choses. Chaque fois qu'il y a eu, dans le monde arabe ou musulman, des dirigeants qui étaient des démocrates,
ou qui n'étaient pas des démocrates, mais qui en tout cas étaient des laïcs et voulaient moderniser leur pays. Qu'est-ce que l'Occident a fait? Il les a assassinés, il les a renversés. On a fait ça en Égypte, on a fait ça en Iran, on a fait ça en Libye, on a fait ça en Syrie. Donc, il y a quand même une hypocrisie fondamentale. Vous vous plaignez que le monde arabe et musulman n'est pas démocratique, mais chaque fois qu'il y a un démocrate, vous le renversez pour que les multinationales puissent contrôler le pétrole et voler les peuples locaux, ce qui évidemment est très démocratique. Donc, on est dans l'hypocrisie. Et alors on en profite pour répandre un discours de panique et de peur vis-à-vis des musulmans qui sont dangereux. Et évidemment, comme ça, on ne va faire que jeter de l'huile sur le feu. La question qui nous préoccupe tous, c'est comment on va empêcher la répétition de tels attentats. Et là, on nous dit que nos gouvernements nous protègent. Qui est lui? Un jour, une question. C'est quoi le terrorisme ? Il est difficile de lutter contre le terrorisme, car ses partisans se cachent et disposent de moyens sophistiqués pour agir. Mais la plupart des pays font tout pour protéger leurs citoyens. La France dispose par exemple du plan Vigipirate. Un ensemble de mesures basées sur la vigilance qui ont déjà permis de déjouer plusieurs attentats. En réalité, nos gouvernements ne nous protègent pas. Je pense que c'est eux qui ont créé le risque de ces attentats à Paris et ailleurs, et je ne suis pas le seul à le dire. Alain Chouet, dont j'ai parlé, donc un ex-dirigeant de la Direction générale de la sécurité extérieure, a dénoncé l'attitude de la France sur la question de la prévention du terrorisme. Je cite : « Les services de sécurité syriens ont épargné à la France à plusieurs reprises de terribles catastrophes que des terroristes d'origine arabe s'apprêtaient à provoquer. Seuls les renseignements fournis par les services syriens nous ont permis de les déjouer et de sauver des vies innocentes. » Et il donne un exemple. « Nous avons obtenu, grâce à la coopération avec la Syrie, de précieux renseignements qui nous ont conduits à déjouer en 2008 un plan terroriste qui aurait fait des milliers de morts dans le métro de Paris. Grâce au colonel Maklouf, on a pu démanteler, intercepter un groupe des plus dangereux terroristes d'Al-Qaïda. » Et alors, il s'étonne de la politique française et il dit « Comment peut-on mettre sur la liste des sanctions françaises et européennes cet officier Maklouf qui a été blessé lors d'une opération contre des terroristes qui attaquaient les ambassades françaises et américaines à Damas. Imaginez que quelqu'un sauve nos enfants d'une mort certaine et au lieu de l'en remercier, notre diplomatie le traite de terroriste et le met comme un criminel sur une liste de sanctions. Et en plus, dit-il, nous les remercions en finançant, nous, des attentats terroristes sur leur territoire. Est-ce une politique raisonnable ? Ça, c'est un avis des responsables officiels de la sécurité en France. Sur base de ça, et je tiens à lancer un appel pour justement qu'on puisse se mobiliser pour empêcher la répétition de tels actes. Je crois que pour empêcher cet engrenage de guerre, de terrorisme, d'attentats, il faut absolument dire stop aux guerres et aux ingérences. Je l'ai dit, la guerre, elle est illégale. Elle n'est pas une façon de résoudre les conflits internationaux. Et si on veut faire quand même la guerre, il faut être clair, c'est parce qu'on poursuit d'autres intérêts, le business, le pétrole, le gaz, il faut faire main basse. Et donc on ne veut pas une solution, on veut écarter les gens qui ne sont pas d'accord qu'on vole leur pétrole. Deuxièmement, il est très important de dire stop au colonialisme d'Israël. Nous savons tous que les jeunes ici ont la rage parce qu'ils voient qu'on soutient le terrorisme et le colonialisme d'Israël, qu'on peut massacrer les Palestiniens, qu'on peut envoyer des gens dans les hôpitaux, tuer des gens, qu'on peut massacrer des enfants dans la rue, et que tout ça, non seulement il n'y a pas de sanctions, mais en plus on les encourage en armant Israël pour faire ces choses-là. Il est important d'arrêter le colonialisme d'Israël. Il est important d'arrêter le rôle épouvantable joué par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Il faut arrêter nos relations avec ces pays tant qu'on ne met pas fin à ce financement du terrorisme, à cet endoctrinement, et tant qu'on ne laisse pas ces populations évoluer vers la démocratie. Il faut également mettre fin à l'ingérence de la Turquie qui aide Daesh en lui permettant d'exporter son pétrole et en fournissant tous ses combattants qui passent par là. Et je crois qu'il faut, pour tout ceci, développer absolument un débat dans les écoles. C'est extrêmement important que dans les écoles, on puisse parler de tout ceci et également
il faut beaucoup plus, il faut de vrais débats dans les médias. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Les gens qui disent ce genre de choses sont exclus et censurés des médias. Il faut que tout le monde le sache. Or, nous, les gens qui font des recherches comme moi, ça fait 4 années qu'on dit ce qui va arriver. Ça fait 4 années qu'on dénonce le caractère criminel de ces guerres. Il y a 4 ans, par exemple, j'ai écrit un livre dans lequel je disais « La guerre de Sarkozy contre la Libye, c'est une guerre pour le pétrole, une guerre pour le fric ». Et dans les grandes rédactions des journaux télévisés et des grands médias, on a dit « Allez, encore un complotiste ». Et maintenant, Hillary Clinton, dans ses mémoires, dit « Oui, Sarkozy, ce qu'il voulait, c'était le pétrole libyen, c'était une guerre du fric ». Donc combien de fois est-ce qu'on va attendre que ce soit confirmé? Et du point de vue des médias, si on avait parlé aussi, et comme il faut, des morts en Libye, des morts en Irak, des morts en Syrie, victimes des mêmes actes terroristes, et si on avait dit quelles étaient les causes, eh bien peut-être que ça aurait empêché des attentats comme ceux de Paris. Mon appel, il est le suivant. On est maintenant à la croisée des chemins. Ou bien on va vers plus de répression, plus d'espionnage. Bien sûr, il faut prendre des mesures contre le terrorisme, mais espionner et restreindre les libertés de tous les citoyens n'est absolument pas une solution. Je pense qu'il faut, face au terrorisme, pas moins de liberté, mais plus de liberté. Et ça passe par la liberté de débattre, ça passe par la liberté de s'informer. Et dans ce sens-là, j'ai vu une chose encourageante dans un des débats du week-end à la télé française. C'est l'actrice française Catherine Fro qui avait déclaré Et je me suis rendu compte que je ne comprenais rien et que je pense que je ne suis pas la seule à ne rien comprendre à cette histoire, au passé de cette histoire et au présent dans lequel on est maintenant. Et je me suis dit que j'avais envie de me cultiver en fait. Je me disais qu'aujourd'hui, les jeunes gens, ils avaient intérêt à se cultiver, à comprendre le sens de l'histoire. Je crois que ça, c'est un appel fondamental. Pour comprendre la situation, pour pouvoir peser sur les décisions, nous devons nous cultiver, nous former pour comprendre l'histoire, pour comprendre les intérêts économiques et stratégiques qui sont dans tous ces conflits, et pour comprendre les principes de la propagande de guerre, c'est-à-dire la façon dont on manipule. Pour conclure mon appel, nous sommes à la croisée des chemins. Le monde est en train de changer très vite, très brutalement. Ça peut tourner dans le sens de encore plus de danger, encore plus de guerre, et c'est ce que certains voudraient en utilisant les attentats de Paris comme prétexte pour aller envahir la Syrie et recoloniser l'ensemble du Moyen-Orient, et après on s'attaquera au Hezbollah, au Hamas, à la résistance palestinienne, à tout le monde en fait qui ne se met pas à genoux. Ça peut aller dans ce sens-là, plus de guerre et donc plus d'attentats et plus de terrorisme, ou ça peut aller dans le sens de, au contraire, on commence à prendre conscience que ça ne peut pas continuer, qu'on doit échapper à cette spirale et à cet engrenage, qu'on doit rétablir la fraternité et le dialogue, quelle que soit la religion, quelles que soient les origines, quelles que soient les cultures, qu'on doit essayer de se comprendre et qu'on doit essayer ensemble de comprendre comment on peut mettre fin à la guerre, mettre fin aux attentats, comment on peut aller vers une période qui sera marquée par la paix, par la justice, par le progrès. Et ça, pour moi, la lutte pour la paix, ça passe par la lutte pour une information correcte. Je vous remercie.